L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubeyran, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Bzz les abeilles, alors je sais pas quand c'est que cette vidéo sortira, soit je suis déjà sur scène, soit je le serai. Ça sera le week-end du 31 août et du 1er septembre à Carpentras pour la convention Geek Universe. Donc je présenterai le concours cosplay ainsi qu'une conférence avec des mangaka sur l'évolution de la discipline à travers le temps. Voilà, sinon je vais vous faire une petite vidéo pour réaliser le teasing dont je vous parle depuis des semaines, voire même peut-être un mois, sur la chaîne de Rio, à savoir vous parler de Zoro et des Meito de façon plus générale. Vous connaissez mon avis sur la question. Les Meito ont une âme, une présence, une conscience, appelez ça comme vous le voulez, mais c'est un fait avéré. C'est principalement montré par le Sandai Kitetsu de Zoro à son achat, comme sur Water 7 par exemple, lorsqu'il sent sa présence entre les mains de Chopper. Mais avant de vous parler de tout ça et de la voix de toute chose, parce qu'on va en parler, petit cours sur les Meito. Qu'est-ce qu'un Meito? C'est tout simplement une lame légendaire réputée dans le monde entier et classée dans l'une des 3 catégories suivantes. Les Ryo Wasamono, il en existait 51 avant la perte de Yubashiri. Ils sont désormais réduits au nombre de 50 avec Shigure, Kashu et Yamaroshi pour du coup Tashigi, ainsi que le Sandai Kitetsu pour Zoro. Au-dessus, nous avons les O-Wasamono, catégorie comptant 21 sabres. Le Wado Ichimonji de Zoro et son Shusui font partie bien évidemment de cette catégorie, ainsi que le Nidai Kitetsu, forgé par Kotetsu, qui est actuellement entre les mains de Luffy. Enfin, nous avons les Saiji O-Wasamono, 12 sabres de premier rang. Parmi eux se trouve Murakomogiri, qui sert de décoration actuellement à la tombe de Barbe Blanche, le Shodai Kitetsu qu'on suppose être entre les mains d'un des membres du Gorosei, et enfin le Kokuto de Mihawk connu sous le nom de Yoru. Alors vous avez entendu, j'ai parlé de Kokuto, qu'est-ce que c'est que ce terme, etc. Un Kokuto désigne une lame rendue noire par le haki de ses prédécesseurs, comme pour Ryuma et Shisui. Le haki est la matérialisation de la volonté par une énergie propre à chacun des personnages. On sait que la voix de toute chose est entendue par Roger et Luffy en différentes occasions notables et je vais vous en parler. Usopp ainsi que tout l'équipage plus tard possèdent la faculté d'entendre Mary directement dans leur tête. Cette voix est la représentation de l'identité du navire, identité conçue à la base par ses matériaux et les schémas de construction utilisés pour créer le bateau, comme le soulignent Kaku et Iceberg lorsqu'ils annoncent à Luffy l'impossibilité de reproduire un navire à l'identique. Le haki est montré depuis le début du manga et Teach explique même que les Mugiwara l'utilisent sans même s'en rendre compte. Le haki de Luffy est devenu plus puissant entre Jaya et Impel Down, ce qui signifie qu'il l'a entraîné. Je ne parle ici ni de haki des rois, ni d'observation, ni même d'armement ou de Ryou. Je parle de cette volonté matérialisée sous forme d'énergie. Zoro lui-même l'utilise sur Alabasta et ne comprend pas, au lendemain de la bataille, comment il l'a fait. Tout ça pour vous dire que le haki, les gens l'utilisent tous les jours sans même savoir ce qu'ils font en réalité. L'entraînement de pendant 2 ans, c'était justement pour savoir ce que Luffy faisait de cette énergie, pour savoir la maîtriser et pas l'utiliser au hasard. Mais les gens le font inconsciemment en réalité. Par exemple, Mary, il a insufflé sa volonté au travers du navire qu'il a construit avant de l'offrir aux Mugiwara. Et eux-mêmes ont façonné leur propre Clawboserman, et c'est probablement aussi le cas pour celui de la flotte de Barbe Blanche avec le Moby Dick. Cette voix de toute chose n'est pas aussi exclusive que l'on le croit. Luffy et Roger ont simplement la particularité en plus de pouvoir épier les conversations des autres. Mais la manifestation du Mary est un exemple parfait de non-exclusivité puisque même toute la Galela Company l'entend lors des funérailles en mer du navire. J'ai besoin d'autres exemples. Les rois des mers discutent entre eux, mais à part Shirahoshi, personne ne peut réellement leur parler. C'est pour ça que Roger les entend, parce qu'ils discutent entre eux. Pas parce qu'il lui parle à lui, ils discutent entre eux et du coup il entend la conversation. C'est là que le pouvoir d'entendre la voix de toute chose est intéressant. Autre exemple, Zunisha s'adressait à Momonosuke, mais Luffy l'a entendu. C'est un détail pour l'instant, mais vous allez comprendre en quoi les Meito sont reliés à tout ça. La volonté des éléments que j'ai cités jusqu'à présent est une volonté directement transmise par ces derniers, par la parole. On va s'attaquer maintenant aux objets sans représentation physique.
Là où le Klauboterman peut être illustré par un bonhomme en ciré, c'est pas le cas du poneglyphe. La volonté retransmise par le poneglyphe est celle des Kaozuki de l'ancien temps. Mais c'est cette volonté qui s'est adressée à Roger. C'est également ces voix qui ont été entendues par Luffy et Momo lorsqu'ils ont vu leur premier Rhodes Poneglyph. C'est cette volonté qui guide les gènes du dé. Souvenez-vous de cette vieille théorie de la chaîne. Les dés ont une certaine résistance de par leur volonté et sont capables de transmettre cette volonté-là, justement comme je l'ai expliqué en détail sur la chaîne. Donc on va pas s'attarder là-dessus, on va passer. Mais c'est cette même volonté qui a poussé Luffy vers le Nidai Kitetsu. Pas un simple hasard, il a inconsciemment ressenti sa présence. Voilà l'introduction qui nous pousse vers le fait que Zoro n'est pas en totale possession de ses moyens lorsqu'il perd un sabre, comme il l'explique à Sanji sur le pont de l'hésitation et comme il le dit très clairement à Hiyori, sur Wano Kuni en fait simplement. Gyukimaru parle également de cette volonté retransmise au travers des sabres, mais nous avons également la légende des katana Moji. Pour parler de cette légende, je dois parler de l'animisme des japonais avec les Tsukumogami. Alors ce sont des esprits qui animent les objets et qui leur donnent vie après un siècle passé à l'intérieur de ces derniers. C'est très similaire à ma théorie de tout à l'heure. Le forgeron légendaire Muramasa était réputé pour la violence qu'il transmettait à ses lames. On dit que l'esprit de la lame refuse de rentrer dans son fourreau tant qu'il n'a pas goûté au sang. Le même état d'esprit que Shiryu de la pluie. Nous avons donc également Murasame, la lame aux arcs-en-ciel. L'histoire de son propriétaire, homme élevé comme une femme par son père pour le protéger, peut faire écho à celle de Okiku. Masamune est une lame sacrée également, qui ne fait pas couler le sang de ses adversaires tant elle est pure. Les noms viennent ici bien évidemment des forgerons, mais attendez. L'histoire des deux lames place Muramasa et Masamune dans une légende magnifique. La lame des 10 000 hivers, sombre et froide. Si elle était placée dans l'eau d'une rivière, les feuilles flottantes venaient directement sur le tranchant de la lame pour se faire découper. Mais elle découpait aussi les poissons, l'eau, tout quoi. Elle ne semait que la mort à travers sa route. La lame des tendres mains, quant à elle, était plongée dans l'eau et les feuilles s'écartaient de sa route ainsi que les poissons ainsi que tout organisme ne voulant pas être découpé, profitant ainsi de sa clémence. La première lame tranchait tout ce qu'elle pouvait, la seconde ne tranchait pas l'innocence. Ne voyez donc pas dans ce que je vais dire une simple imitation de Bleach, mais chaque lame de One Piece possède un pouvoir particulier. Et Ashura est l'un d'entre eux. Shiryu de la pluie s'est probablement laissé corrompre par son Meito, ainsi que Mihawk à cause des années. Il est devenu aussi sombre et froid que la nuit de son Yoru. Sa lueur d'espoir de voir enfin le soleil, c'est Zoro. Les forgerons et les utilisateurs légendaires des Meito leur lèguent des pouvoirs particuliers. Ryuma possède la force pure de pouvoir trancher un dragon. Son sabre s'est imprégné de cette force, mais aussi très certainement de l'âme de ce dragon au long cou qui sévissait dans la capitale des fleurs lorsqu'on brisait une corne. Et je parle pas là d'un Dovahkiin, hein, faites attention. Un dragon et un tueur de dragons vivent dans cette lame. Ashura est la représentation néfaste de ce dont Ippon Matsu avait parlé à Zoro quand il lui a donné sa lame. C'est un démon réellement incontrôlable qui s'en prend même aux dieux, prenant possession de la surpuissante Kali jusqu'à ce que Shiva fasse entendre raison à sa femme. Elle l'écrase, je crois, et à partir de ce moment-là, elle retrouve ses esprits. Et je vous rappelle que Shiva a la peau bleue, donc ce n'est pas un Namek, mais peut-être un homme poisson ou un papa schtroumpf. Enfin, nous avons Wado Ichimonji, c'est la Masamune de Zoro. Elle ne tranche pas les innocents et c'est certainement la lame qui lui permet de rester aussi propre malgré le Kitetsu. C'est la purification de son âme. Tout le côté pro-chevalier ou samouraï au grand code d'honneur de Zoro, toute l'histoire de Kuina lui est en permanence rappelée par ce grand sabre. C'est la lame blanche qui a pour but de trancher le rocher sans couper la feuille. Comme un être sincère lui a dit un jour, il existe en ce monde des épéistes capables de ne rien trancher. Ce Meito est précisément ce dont Zoro a besoin pour y parvenir. J'ai presque fini, presque. Vous avez là les explications sur la puissance de Zoro et sur le sadisme de Shiryu. Vous avez également la raison de ce côté taciturne qu'a Mihawk, semblable à la nuit qu'il porte sur le dos. Mais ce que vous n'avez pas, c'est la raison d'être de ce petit teigneux de Hakuba. Nous avons là un adversaire qui détruit tout sur son passage. N'est-ce pas la réputation de Durandal dans la chanson de Roland qui est à l'origine de cette épée? Et si Hakuba était la manifestation du Meito,
Durandal du coup, que Cavendish peine à maîtriser. Voici ce qui arrive aux utilisateurs de Meito non préparés. La puissance de la Terre qui était propre à Barbe Blanche de par ses séismes était comparable à celle de sa lame capable de trancher les nuages comme son nom l'indique. Enfin, sachant que Law a toujours eu un passé douloureux même avant les 2 ans, qu'est-ce qui lui a fait perdre son sourire? Est-ce que c'est le fantôme qui se trouve dans sa lame maudite? Kikoku signifie les hurlements d'un fantôme agité. Aurait-il sapé tout le côté bon vivant de ce cher Law? Est-ce que Law entend une espèce de Hakuba dans sa tête de temps en temps? Est-ce qu'il a un dédoublement de la personnalité? Est-ce qu'il dort assez simplement? Même avant les 2 ans, Law a des cernes. Et si ses nuits de sommeil étaient perturbées par les cris d'un damné mort la main sur la garde de son Meito. Voilà tout pour cette vidéo. Si tu vois d'autres Meito qui expliqueraient une situation ou même autre chose qu'un Meito, n'hésite surtout pas à me l'expliquer en commentaire. J'attends aussi ton avis sur cette vidéo, ton pouce en l'air, l'abonnement, la cloche, le reste, etc. comme d'hab. Voilà, en tout cas voilà, c'est sur Insta qu'on s'amuse le plus, alors n'hésite pas à me follow, look mes follow story et envoie-moi un DM si tu veux discuter One Piece ou autre. Bzz les abeilles. Et à très vite. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans...